Je vais faire une introduction sur les vitraux. On va commencer dans l'art moderne avec Corbusier ou avec Chagall. Ils ont fait les vitraux à Saint-Paul-de-Vence ou ils ont fait les vitraux à l'église de Ronchamp. Donc ça fait venir des gens, ça fait revisiter cette église par des touristes, disons, qui sont attirés par l'art. Mais ça allume aussi le feu de la communauté parce que ça change l'atmosphère du lieu. Et puis pour les artistes, c'est une super belle invitation parce que les artistes ne sont pas forcément toujours sur des thématiques religieuses ou spirituelles, mais là, ils sont invités à créer pour une église, donc du coup, ils doivent se plonger dans ce thème, de se dire, mais ah oui, c'est quoi la transcendance, Dieu, la lumière? C'est que quand on fait de la peinture, on utilise la lumière au sens qu'on doit la représenter, mais quand on fait un vitrail, c'est plus de la représentation, c'est directement un matériau brut. On utilise la lumière elle-même et il faut réfléchir à comment on va l'utiliser. Donc ça me semblait important qu'on puisse parler de ça ce soir. Donc je fais une introduction sur les vitraux et ensuite, je ne voulais pas que ce soit la seule approche du thème sur l'art contemporain. Donc ensuite, j'ai fait une sélection d'une douzaine d'artistes contemporains. Alors, j'avance donc sur les vitrails. Les vitrails, on l'assimile tout de suite à l'église, à la religion, etc. Mais évidemment, puisqu'on est dans une société séculière maintenant, c'est plus ça. Et donc, ça a vraiment été remplacé par quelque chose de l'ordre de l'art. Il y avait une exposition qui avait eu lieu en 2015 à Paris, à la Cité de l'Architecture. C'est le livre suite à cette exposition. Le titre, c'était Chagall, Soulages, Benzaken. Chagall, je pense que tout le monde le connaît. Soulages, on en a parlé la dernière fois. Il vient de décéder, c'est un des plus grands artistes français. Et Benzaken, Carole Benzaken, c'est une artiste contemporaine. Elle a gagné le prix Marcel Duchamp. Elle fait beaucoup d'expositions. Elle est représentée par la galerie Nathalie Obadia à Paris. Donc c'est vraiment une artiste de très haut niveau maintenant. Et c'est vrai que si on regarde ces dernières années, il y a vraiment eu beaucoup d'artistes contemporains de renom qui ont été sollicités pour faire des églises quelque part. C'est Soulages à l'abbaye de Conques. On peut voir que chacun s'empare un petit peu de la thématique. Et ça pourrait d'ailleurs être une question pour nous en tant qu'artistes. Si vous venez vous chercher pour vous dire bien faire des vitraux dans ma chapelle ou dans mon église, qu'est-ce que vous proposeriez? Ça, c'est un peintre qui s'appelle Claude Viala. Donc il a proposé un motif qu'il faisait d'habitude dans sa peinture, mais c'était dans la cathédrale à Nevers. Il a aussi fait des vitraux dans une église qui est à Aigues-Mortes, dans le Gard. Ça, justement, c'est les vitraux que Carole Benzaken a fait dans une église de région parisienne. Donc c'est des tulipes, parce qu'elle avait elle aussi fait beaucoup de tableaux avec ce motif de la tulipe. Donc elle a décliné ce motif dans une église. Donc ça pourrait être une façon de répondre, de dire je vais faire ce que je fais d'habitude, mais je vais le faire en version rétro-éclairée par la lumière du monde qui rentre dans l'église. C'est Daniel Buren. C'est des artistes qui font des choses similaires en peinture ou en installation. Donc ils n'ont pas fait quelque chose de très différent de ce qu'ils font d'habitude. C'est la cathédrale à Cologne, en Allemagne. Juste pour vous donner une idée un peu de la diversité que ça apporte, et aussi de comment on peut créer des motifs très contemporains dans un espace qui n'est pas vraiment contemporain, puisque généralement, c'est soit des bâtiments d'art roman ou alors d'art gothique. C'était un peu ça que je voulais montrer en introduction, pour comme vous interpeller, pour vous dire, on n'est pas juste en train de décliner des choses qui sont parties de l'histoire de l'art et qu'on pourrait trouver dans des livres ou sur des sites internet. On fait partie de quelque chose de concret, auquel on pourrait se retrouver potentiellement confronté un jour dans notre carrière en tant qu'artiste. Pas forcément pour faire nous-mêmes les vitraux, mais en tout cas il y a des conteurs avec nous ce soir, des poètes, pour peut-être lire un poème dans un espace de ce type-là, où il y a des vitraux, et donc on va s'adapter dans ce qu'on fait à l'endroit où on est, bien évidemment. Il y avait vraiment un patchwork de diversité, d'approches. La plupart du temps, comme c'est de l'art contemporain, c'est pas vraiment narratif, c'est plus des formes plastiques, et donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de montrer. Donc ça, c'était mon introduction, disons. Maintenant, je vais donc citer différents auteurs, en commençant par Robert Irwin. Il est né en 1928 aux États-Unis. Et il est connu surtout pour ses installations minimalistes. Donc là, on a sous les yeux une installation qui s'appelle « Qui a peur du rouge, du jaune et du bleu ?» Donc vous voyez, il reprend vraiment les couleurs fondamentales pour les exposer. Et il a utilisé des surfaces réfléchissantes.
Ça veut dire qu'on peut marcher autour, on peut voir, on peut être comme immergé dans la couleur, dans le motif. Donc évidemment, maintenant, c'est des choses qui ne nous semblent pas révolutionnaires, mais il est né dans les années 20 et qu'il a commencé à faire ça dans les années 60. À l'époque, c'était vraiment nouveau. Cette approche minimaliste, de mettre le médium d'abord, de mettre quelque chose de matériel en premier, sans explication, sans concept, mais pour que les gens soient immergés dedans. Donc c'est beaucoup des néons, la lumière naturelle avec les reflets, créer un espace dans lequel les gens sont immergés. Peu importe comment on regarde la lumière, pour lui, avant tout, c'était de l'air. C'était quelque chose qui est dans l'air et quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais auquel il cherchait à donner de la densité. L'idée, c'est qu'il voulait saisir la lumière pour permettre aux spectateurs de l'expérimenter. Donc ça aussi, pour nous, ça peut être un fil rouge d'essayer de se dire, et moi, dans mon travail, comment est-ce que j'utilise la lumière et est-ce que j'aide les spectateurs à l'expérimenter. Par exemple, dans une exposition, il a exposé un prisme fait avec de l'acrylique parce que quand la lumière touche le prisme, eh bien, c'est comme quand on diffracte la lumière, on crée des reflets dans la pièce de lumière, ça fait que chaque instant, l'exposition est différente. Utiliser la lumière, utiliser l'espace pour changer la donne dans l'exposition. Ça, évidemment, on peut tous, j'imagine, citer des expositions d'art contemporain qu'on aurait vues ces derniers temps qui nous ramènent exactement à ce type d'expérience-là. C'est plus pour montrer quelles sont un peu les cordes qu'ils ont à leur arc, les outils qu'ils ont utilisés pour utiliser la lumière dans l'art contemporain. Ça a un petit peu commencé avec Monet, vous savez, quand il a fait les Nymphéas, qui sont encore exposés à Paris. On se retrouve dans cette grande salle ovale, toute blanche avec la lumière qui vient du plafond, et on est immergé dans l'œuvre des Nymphéas que Monet avait créée pour le lieu même, et lui, il a créé ça pour immerger les spectateurs dans une œuvre d'art. Et donc c'était une vraie nouveauté, une vraie révolution. On change d'auteur. Maintenant, Dan Flavin, sa signature c'est le néon. Lui, il voulait être prêtre, et une des œuvres avec lesquelles il a vraiment commencé, c'est celle qu'on voit maintenant. C'est une œuvre qu'il a faite suite au décès de son frère. C'était en 1962. Son frère jumeau est mort de façon prématurée, et il a créé un miroir comme un peu si c'était une armoire de salle de bain, avec un néon, et il a exposé ça, et il a appelé ça Icône. Et à partir de là, il a fait toute une série d'œuvres qu'il a appelées Icône. Il compte continuer d'en faire tout au long de sa carrière. Mais c'était la première. Et l'autre œuvre de l'intuition fondamentale de son travail, c'est en 1963, et il a fait ce tube fluorescent qu'il a mis sur un mur. Et pour lui, il a voulu faire une déclaration que juste une lumière sur un mur blanc allait changer tout l'espace de la pièce. C'est quelque chose sur lequel il a travaillé ensuite tout le reste de son parcours. Il a décliné ça tout au long de sa carrière, avec des installations, des modules de néons qui sont empilés, qui sont ajustés, disposés les uns à côté des autres. C'est les néons qui sont dans la Fondation Vuitton. Donc il y a une salle qui lui est dédiée. On voit un petit peu quel format ont les œuvres les plus récentes. Il disait, on ne peut pas considérer la lumière comme un phénomène objectif, mais c'est pourtant ainsi que je l'envisage. Et puis, il considérait aussi qu'il était dans la meilleure période de l'histoire de l'art pour lui, parce qu'il disait, on est dans un moment où l'art n'a jamais été aussi simple, ouvert et direct. C'est aussi une de ses citations, parce qu'il trouvait qu'on avait tous les matériaux à notre disposition pour créer des installations propices à toucher les gens, à leur faire changer de réalité, à les immerger dans quelque chose de différent. Je change d'auteur, donc James Turrell, lui il est né en 1943. Il a fait partie du même groupe aussi, Light and Space. Il est connu pour avoir utilisé les néons, la même chose, les lumières fluorescentes. Il a fait des installations in situ. Il a cherché à créer des endroits, des points de méditation par rapport à la lumière. Donc il est d'une famille de Quakers américaines, et donc ça, ce qu'on voit là à l'image, c'est une église qu'il a décorée comme ça, pour les Quakers. Donc il a fait une ouverture dans le ciel pour que dans la salle de réunion, les gens puissent directement voir le ciel et voir aussi les étoiles la nuit. Son travail, c'était de se dire, comment est-ce que je peux faire quelque chose de monumental,
qui ramène les gens vers l'extérieur, vers la nature, quelque chose qui ramène les gens aussi vers la notion de sacré, la notion de silence. Et donc, il a exploré ce thème tout au long de son travail. En 1979, il a acheté à Flagstaff, en Arizona, il a acheté une espèce de colline dans laquelle il a créé le cratère qu'on voit maintenant, là, et dans lequel il a fait des modifications pour qu'on puisse, une fois qu'on est à l'intérieur, ça ressemble un peu à ça. Il a fait plusieurs dans le monde, il appelle ça des sky space. Et donc, on se retrouve à l'intérieur de l'œuvre d'art, donc on rentre dans une œuvre, on est immergé dedans, et là, on est forcé à la méditation, on est forcé à sortir de notre environnement habituel, d'être projeté dans quelque chose de différent. Et c'est un peu comme si c'était un observatoire astronomique, en fait. On se retrouve à observer le ciel, à observer peut-être les nuages qui passent, peut-être les étoiles la nuit. Il n'a pas fait que des cratères, il a aussi créé des tunnels. Donc ça aussi, c'est un motif qui est très, très récurrent dans son travail. Donc là, c'est un mélange avec les lumières naturelles, extérieures, qui sont filtrées des fois, ou avec des néons, et avec aussi des couleurs primaires. Il y a aussi une installation qui est très connue, qui s'appelle Elemental. C'est relié avec les spectateurs. Ça veut dire que les lumières vont s'adapter et les couleurs vont changer en fonction de la respiration de la personne. Donc c'est comme un cran plus loin dans l'interaction avec le spectateur. Une dernière citation de lui que je vous lis, il dit « Dans mon travail avec la lumière, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de créer l'expérience d'une pensée sans mots, de rendre la qualité et la sensation de la lumière elle-même tout à fait tactile. La lumière est par essence apparemment intangible, mais elle se ressent physiquement. Souvent, les gens tendent la main et essayent de la toucher. » Maintenant, Anthony McCall, c'est un Anglais qui est né en 1946. C'est un cinéaste à la base. Il a fait un travail donc, sur la lumière, avec des projections de cinéma, des films d'art et essai. Mais dans les années 70, il faisait une performance avec du feu. Et ça a été ensuite une sorte de pionnier un peu dans le champ de la sculpture, des lumières immersives. Il a participé en 1977 à la Documenta de Cassel, et là il a fait une exposition très marquante. Et à partir de là, il a créé donc, ce qu'il appelait des sculptures de lumière. Donc, il utilise des rayons laser, ou il utilise des vidéoprojecteurs pour que les spectateurs se retrouvent comme ça au milieu de mouvements, de signatures. Maintenant, j'en viens à un japonais que j'aime beaucoup, qui est un photographe, Hiroshi Sugimoto, un japonais mais il vit aux États-Unis. Il a commencé cette série qu'on voit maintenant en 1978, ça s'appelle Theaters, c'est-à-dire théâtre en anglais, ça veut dire cinéma. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu poser son appareil photo dans des poses longues et il a laissé un film entier être projeté sur l'écran, le film de cinéma. Et il a réglé évidemment son appareil photo pour que l'exposition de la photo soit en fait faite sur 1h30 ou 2 heures, suivant le temps du film qui était projeté, pour que la photo, ce soit une photo de la salle, mais qui est éclairée uniquement par l'écran. Alors évidemment, l'écran est tout blanc, parce que si vous êtes familier de la photographie, ce qui se passe si on fait une pause longue, c'est qu'on accumule de la lumière à cet endroit-là, puisque de la lumière du film est projetée sur l'écran blanc de cinéma, et donc ça finit par devenir complètement blanc sur la photo. Ensuite, il a décliné ça sur les drive-in. Quelques années après, il n'a pas fait que les théâtres de cinéma, les salles de cinéma fermées, mais il a fait la même chose dans les drive-in. Et pour en avoir vu, quand vous avez la photo sur un mur, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant à voir. Puis c'est très profond aussi, parce qu'il relie ça beaucoup à la mort, au passage vers l'au-delà, vers la mort. Il a fait une autre série à partir de 1980, qui s'appelle Seascapes, c'est-à-dire les paysages de mer. Et là aussi, il a fait quelque chose de très similaire. Il a fait des poses très longues, c'est-à-dire qu'il a photographié la mer un peu partout dans le monde en faisant des poses très très longues. Ça fait ce type de résultat. Il a récupéré une série qui est vraiment impressionnante parce que, donc là on voit par exemple quand elles sont exposées dans une salle, mais elles sont très différentes, c'est-à-dire que parfois c'est brumeux, parfois on n'arrive pas à distinguer le ciel de la mer, une sorte de fumée. Pour lui, une façon de représenter l'invisible, il considère la photographie comme un moyen de fossiliser le temps, comme encapsuler du temps et l'avoir mis dans une œuvre, et le temps est enfermé là-dedans. Et cette série sur les paysages marins était une façon
de dire que la mer était là au commencement. C'est vraiment ce qu'on voit dans la Bible, au commencement, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, et qu'elle allait rester là après la civilisation, que nous, on allait probablement disparaître, mais que cette vision-là là, de la mer, elle ne disparaîtrait probablement pas et resterait. Voilà, ça, c'est son travail de photo en noir et blanc. Et il a fait plus récemment un travail qu'il a fait en collaboration avec Hermès, exposé aux Rencontres de la photographie de Arles en 2012. Et c'est un travail qui était très très beau parce que très simple, de photographe. Puis ça faisait plaisir aussi qu'il y ait recours à la couleur. Mais vous voyez au centre de la photo, il a utilisé lui aussi un grand prisme transparent avec lequel il diffractait la lumière. Il a fait ce travail quand il était au Japon, à Tokyo. Et tous les matins, il regardait la lumière qui rentrait dans le prisme et il faisait une photo de cette lumière. Et c'est les photos qu'on voit autour. Et c'est un travail de longue haleine. Et il a dit la lumière n'était jamais la même. Et donc il a voulu faire ça, un beau travail d'hommage à la beauté de la vie, à la richesse de la lumière, au fait qu'elle se décline de façon tellement différente qu'elle est sans cesse renouvelée, sans cesse surprenante. On va arriver à notre première artiste féminine, Jenny Holzer. Son travail, c'est vraiment un travail sur le texte avant tout. C'est d'utiliser des textes et des mots et de les projeter, de les emmener dans l'espace public. Alors, elle est née en 1950, donc c'est des choses qu'on a déjà vues probablement. Maintenant, c'est peut-être des choses qui ne vont pas vous sembler complètement novatrices, mais ça a été probablement la première à faire ça. Dans les années 80, elle a utilisé les lumières à LED, les LED qu'on connaît tous maintenant, mais elle a commencé à les utiliser au début des années 80, donc quand ce n'était pas du tout encore des choses existantes dans le grand public. Donc, elle a utilisé ça pour transmettre des mots, parce que tout son travail, à elle, fonctionne surtout sur les mots. Ça, c'était une série qui s'appelait Truisme. Donc elle utilisait ça. Elle a fait des tunnels de lumière, toujours avec ses LED, avec ces mots qui passaient. Et c'est comme une façon de montrer qu'on est dans une société où on est saturé d'injonctions, bombardé d'informations constamment, bombardé de sollicitations. Et donc elle voulait montrer cette saturation-là. Là, c'est une projection sur le musée Guggenheim à New York, où elle mettait des mots comme ça. Elle a fait la même chose sur le musée Guggenheim de Bilbao, en Espagne. Et elle a fait ça un peu partout dans le monde. Et là, j'ai des camions avec des rampes de LED aussi pour que les mots s'écrivent et que les camions partent dans la ville pour envoyer ces truismes et ces messages partout, comme une installation grandeur nature dans la ville. Voilà, c'était une façon d'interpeller aussi les gens pour dire qu'est-ce qu'on fait de la parole, des mots, et les mots c'est aussi la lumière, on le voit dans le prologue de Jean, et qu'est-ce qu'on fait de cette lumière et de ces mots, et quel usage on fait de la parole. Est-ce que c'est pour dire des choses, des lapalissades, des truismes, ou des choses sans intérêt? Est-ce que c'est pour vraiment convoyer du sens? Et comment est-ce que ces choses nous environnent dans nos vies urbaines? Maintenant, on arrive sur le premier Français. Il s'agit de Claude Lévesque, qui est né en 1953. Vous avez peut-être entendu parler de lui parce qu'il a été un peu sous le feu de la rampe. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la provocation depuis longtemps. Il est un peu de cette mouvance, disons, punk. Donc on fait tout soi-même, on n'a pas peur d'exploser les codes, on choque le bourgeois, on met des choses violentes, ça ne dérange pas et tout. Une des premières œuvres qu'il a faites, c'est celle qu'on voit maintenant. Il avait mis un Mickey en néon avec le slogan qui était écrit à l'entrée du camp d'Auschwitz. Donc dès le début, il a été vraiment dans la provocation. Et puis là, il y a quelque temps, il y a eu des révélations un peu dans la mouvance de MeToo. En France, il a travaillé dans les endroits les plus prestigieux. Donc là, ça s'est appelé les Saturnales. Donc il a amené des ronds de néon pour mettre au-dessus des éclairages de l'Opéra Garnier. Ça, c'est quelque chose qu'il a fait au Louvre, dans les salles du bas où on voit les fondations du bâtiment. Il a fait un grand parcours de néon comme ça. Il avait allumé le pont d'Issy-les-Moulineaux avec aussi un grand néon comme ça. Ça, c'est une installation qu'il a faite au musée Soulages à Rodez. Toujours le même état d'esprit, immerger les gens dans une réalité différente,
amener des lumières artificielles pour comme provoquer une réaction, provoquer un trouble. Il avait fait une rampe de néon dans la pyramide du Louvre. Je crois que c'était au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Et en parlant d'Emmanuel Macron, là c'est une photo de son bureau à l'Élysée et le tapis qui est au sol, c'est Claude Lévesque qui l'a fait. Et il s'appelle Soleil Noir. Ça c'est une des dernières œuvres qu'il a faites pour l'Opéra Garnier aussi. Et là c'est ce côté un peu punk, provoquant. Il avait mis des pneus dorés, et donc ça avait fait aussi une assez grosse polémique. L'artiste suivant s'appelle David Batchelor. Donc lui, c'est un travail sur la lumière au sens de... Il prend des objets de récupération, beaucoup de choses qui sont des néons, des débris. Il met ça sur des chariots roulants, et donc ça fait partie d'installations qu'on peut voir parfois dans des galeries d'art ou dans des musées. Et il travaille aussi beaucoup sur la réflexion, sur les matériaux de récupération qu'il trouve. Il les choisit pour leur capacité de réflexion de la lumière. Vous voyez, typiquement, il fait des sculptures lumineuses de ce type-là. On voit typiquement dans une exposition à quoi ça peut ressembler. Maintenant, à nouveau un Français, Patrick Rimou, né en 1958. C'est un architecte, mais il se présente, et dans les vidéos, il dit « Je suis sculpteur de lumière ». Une installation qui était très impressionnante que j'avais vue, qui était à Paris, je ne sais pas si elle y est encore ou si c'était du temporaire, mais c'est rue du Chevalier de la Barre, à côté de Montmartre. Il avait installé des petites LED sur le sol, ça s'appelle Chemin de lumière. Et toute son idée, c'était d'interpeller les gens sur le fait qu'ils ne regardent pas assez le ciel. Donc il a dit, on va mettre le ciel sur le sol, et il l'a fait à Montmartre, il l'a fait dans d'autres endroits aussi, dans d'autres expositions. Et donc toute son idée, c'était ça, c'était de ramener les gens à quelque chose de contemplatif et à détourner leur regard du sol pour lever les yeux au ciel. Il a beaucoup travaillé sur la nuit. Il a fait des illuminations pour beaucoup de bâtiments, beaucoup d'espaces, d'édifices publics, des ponts, des tunnels. Ça, c'est en Belgique. C'est un tunnel qui est assez connu parce qu'il a mis des lumières comme ça en plein milieu de la route. Éclairage des arènes à Nîmes, le pont du Gard. Il a fait la fondation Vuitton à Paris, qui est éclairée comme ça la nuit avec des lumières changeantes. Il est vraiment sollicité dans beaucoup d'endroits. Il a beaucoup travaillé aussi dans des églises. Là, on voit un exemple dans une église où il a fait une rampe. Il a fait des éclairages sur la rampe, autour du chœur. Donc il a l'habitude de travailler sur cette notion, oui, de sacré, du ciel, de comment illuminer la nuit pour ramener les gens à quelque chose d'autre. Il a été un des premiers à faire des éclairages avec des LED dans les églises, donc maintenant ça c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. C'est un travail qu'il a décliné, qu'il a initié, et qu'il a fait un peu partout, dans les nefs, dans les vitraux, etc. Donc c'est d'amener des lumières artificielles pour créer de l'effet, et puis donc... c'est lui qui a été choisi l'an dernier pour s'occuper de Notre-Dame, quand elle va être refaite, depuis l'incendie. Donc ça, c'est ses travaux préparatoires. Donc il a préparé des lumières pour la journée, des lumières pour la nuit, éclairer la nuit, amener les spectateurs à voir autre chose que le noir, mais à voir la lumière dans le noir, les amener à quitter... l'horizontalité pour rentrer dans la verticalité, pour se tourner vers le ciel. Donc voilà, des choses très, très spirituelles, disons. On passe maintenant à un sculpteur français qui s'appelle Jean-Michel Othoniel. Lui aussi, ça fait partie des grands noms en France dans l'art contemporain. Il a fait cette station de métro qui est Louvre-Rivoli. Vous avez peut-être déjà vu, c'est fait avec des grosses boules de verre. Quand il était jeune, il avait 23 ans, il a perdu son premier amour et il a vécu une grosse souffrance. Et donc il s'est dit, je vais essayer de retranscrire ça en art. Et donc il a commencé à travailler avec du soufre. On lui a parlé d'une île en Italie, dans les îles éoliennes, où on pouvait trouver du soufre. C'est à Stromboli, je pense. Et là-bas, il a découvert, en plus du soufre, il a découvert un type de verre avec lequel il travaille depuis. Et donc tout son travail sur le verre, c'est de faire des formes qui englobe et qui encapsule la lumière. Et ça, c'était une exposition qui était à la Fondation Cartier. Donc il utilise systématiquement ce même matériau, c'est ça sa signature. Voilà, c'est de grosses boules un peu comme ça. Maintenant, une artiste américaine qui s'appelle Janet Eckelman. Alors elle est née en 1966
Et elle fait elle aussi des sculptures qui sont exposées dans les villes. Si vous avez vu une de ses œuvres déjà une fois, on reconnaît son travail après au premier coup d'œil. C'est la seule à faire ça. Donc c'est des structures qui sont très très difficiles à mettre sur pied. C'est comme une cotte de maille un petit peu faite en métal et dans laquelle sont tissés aussi des éclairages, tissés directement dans la matérialité, et aussi il y a des éclairages extérieurs. Et donc les lumières changent, et donc elle est sollicitée pour faire ces sculptures un peu partout. Donc elle en a fait au Japon, en Inde, au Mexique, aux États-Unis, à Hawaï, on a une qui est très connue. En tout cas, elle parlait d'une de ces sculptures qui était dans le sud des États-Unis, et puis des vents qui la font bouger, et donc c'est ça qui crée un peu le côté éphémère et irréel de son travail. Maintenant, on arrive sur un artiste moitié danois, moitié islandais, Olafur Eliasson. S'il y a vraiment un artiste contemporain qui travaille avec la lumière, c'est lui. Là, c'est une exposition qu'il a faite à la Tate Moderne à Londres, c'était en 2012, et il a reconstitué la lumière du soleil de façon artificielle. Donc toute son idée, c'est de jouer avec les éléments de la nature, avec les phénomènes naturels lumineux, d'exposer la nature en la recréant, en la maîtrisant. Il y a quelque chose de démiurgique là-dedans, à vouloir être vraiment comme un créateur de formes naturelles. Est-ce que l'homme peut créer des choses naturelles ou est-ce qu'il peut juste les reproduire ? Il y a tout un jeu avec ça. Il a beaucoup travaillé avec le feu, avec la lumière, avec l'explosion de la brume, en mélangeant la lumière avec de l'eau, en utilisant des brumisateurs. Il utilise des éclairages avec de l'eau pour créer un arc-en-ciel. Donc là, il recrée aussi l'horizon, il recrée le soleil, il recrée les arcs-en-ciel, il recrée la nuée. Il utilise aussi des filtres qu'il met directement dans les salles pour filtrer la lumière. Il a été invité à exposer dans le château de Versailles, ça vous aviez peut-être entendu parler ou vu. Il utilise aussi beaucoup de miroirs qu'il met directement à l'extérieur, dans les canaux, en face du château. Il avait créé une cascade flottante, c'est-à-dire que c'était un procédé il y avait un échafaudage derrière la cascade. À première vue, on ne le voyait pas. Puis le château, on a la perspective sur tous les canaux et le parc. Et voilà, on voyait cette cascade qui flottait un peu comme ça dans le ciel. Donc tout son travail, vraiment, c'est ça. C'est un travail en jonction avec la lumière et la nature. Si vous voulez approfondir ce sujet, il faudrait presque commencer par son travail à lui, parce que c'est très impressionnant. Rafael Lozano Emer, un artiste mexicain, mais qui vit au Canada, donc il a les deux nationalités. C'est des projections, comme on voit là, sur des bâtiments. Il fait des installations à l'intérieur des salles, dans les musées. Il fait beaucoup de choses avec la lumière et avec le son. Par exemple, c'est des ampoules, et en fait, on rentre dans la salle, ça capte les battements de votre cœur, et ça renvoie la pulsation dans les ampoules. Donc ça veut dire qu'on est dans la salle, et on a les ampoules qui sont en synchronisation avec notre corps. Ça, c'est une autre installation. Il recrée des mots écrits avec des nuages créés de façon synthétique, avec de la fumée, avec des fluides et de l'eau. Hígado. Il a travaillé le concept de la voix et la lumière. Donc, il transforme la voix en lumière. C'est-à-dire qu'il a fait plusieurs installations où les gens parlent. Il a commencé à faire ça au Mexique pour commémorer un massacre d'étudiants qui a eu lieu dans les années 60. Il a demandé aux gens de venir parler de ça parce que c'était un grand tabou au Mexique. Et pendant que les gens parlaient, la voix se transformait en lumière avec des faisceaux lumineux. Voz alta. Instalación radiofónica y visual interactiva para Tlatelolco. Del artista Rafael Lozano Hemer. Carlos Monsiváis. Me toca ver el principio en Juárez, y eran realmente represivos, no menosprecio a lo que puedan hacer ahora las fuerzas del orden, pero entonces aquello eran judiciales, policías y quién sabe quién, parapolicías o paramilitares. Se van los estudiantes al Zócalo. Luchando, participando y no cejar en esta lucha.
Les agradezco la oportunidad que me dieron de escucharlo. Gracias. Et il a refait ça ensuite dans plusieurs villes, notamment à Ciudad Juárez, donc qui est la ville qui est à la frontière des États-Unis, avec une ville américaine qui s'appelle El Paso. Et donc là, il a créé la même chose aussi. Les gens parlaient. Quand ils parlaient, ça se transformait en faisceaux lumineux. Et même chose du côté américain et du côté mexicain. Et quand deux faisceaux lumineux se croisaient, eh bien à ce moment-là, il y avait une connexion qui était faite entre les deux personnes qui parlaient et elles pouvaient se parler. Donc un Américain pouvait parler avec un Mexicain. Hola, ¿cómo te llamas? Salvador. ¿Salvador? Sí. ¿Cuántos años tienes? 7. 7, wow, yo tengo 22. ¿Tienes familia aquí en Estados Unidos? No. Pero yo nací en El Paso. On voit le prologue de Jean et on voit que la lumière est venue dans le monde, mais que la lumière qui est venue dans le monde, c'est la parole. Et c'est ça qui est assez fort de voir un artiste qui réussit à matérialiser ça, de matérialiser que notre voix devient des photons, devient quelque chose de lumineux. C'était quand même assez fort. Il y a encore Teresita Fernandez que je voulais vous montrer. C'est une Américaine qui vit à Miami. Elle fait aussi des installations. Elle essaye de reproduire le feu, elle essaye de reproduire la lumière. Elle a une grande installation où elle a refait l'équivalent de l'eau, quoi. Elle a reproduit comme si c'était la mer. Donc voilà, elle aussi, elle s'intéresse aux phénomènes lumineux pour essayer de les reproduire. Elle fait des illusions d'optique, des effets qui sont proches du cinéma, en fait, de ce qu'on fait quand on est sur des tournages. Voilà, donc elle utilise beaucoup de matériaux, du verre, du plastique et aussi donc du plexiglas pour faire ça. Et on va terminer avec un artiste français qui s'appelle Laurent Grasso, qui est né en 1972, donc plus proche de nous. Il a créé un nuage artificiel qui faisait se déplacer. C'était ça son installation. Et il le prenait en photo et donc après il exposait généralement les photos. Mais il est complètement subjugué par les phénomènes naturels, donc c'est-à-dire le soleil, la nuée, les nuages, les arcs-en-ciel, la pluie, les éclipses, les aurores boréales. Et donc il essaye de retranscrire ça, de l'incorporer et de le retranscrire dans son travail. Il a aussi amené des lumières, il reproduit les constellations dans les musées, il reproduit des lumières naturelles, il a écrit des choses dans l'espace public, là c'est sur le toit de la Samaritaine. Donc vous voyez, il parle du soleil, il parle de la nuit, il a aussi fait toute une série sur ce concept de soleil noir, donc de la lumière mais de la lumière obscure. Donc vous voyez, il y a toute une mystique, disons, là-dessus. Là on le voit, là, il a fait un triptyque sur ce thème-là. Mais c'est intéressant de voir comment tous ces artistes s'intéressent aux mêmes phénomènes, qui sont des phénomènes naturels. Ils s'intéressent à la lumière et ils essayent de l'intégrer dans leurs œuvres et de la retranscrire dans les espaces d'exposition. Donc là, c'est des nuages lumineux. Il a fait aussi des vitraux qui sont très impressionnants, comme ça, qui retransmettent la lumière du soleil. Voilà, c'était un panorama un peu rapide. J'ai voulu montrer donc, les vitraux au début, parce que ça, c'est quelque chose de très standard dans l'histoire de l'art. Mais il y a aussi toute cette mouvance actuelle qui a commencé un peu dans les années 60-70 avec le mouvement Light and Space, mais qui continue d'être active et d'être dominante aujourd'hui dans l'art contemporain. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant ? L'idée de vous montrer ça, c'est de vous montrer qu'on peut être un artiste aujourd'hui et s'intéresser à des choses métaphysiques. C'est ça qui est beau avec la lumière, c'est que c'est à la fois quelque chose de concret et à la fois quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien et en même temps, c'est quelque chose qui nous renvoie à la métaphysique, à l'au-delà. Et donc, c'est vraiment fort de voir comment ces artistes contemporains réussissent à s'emparer de ce sujet-là et à l'intégrer dans leur travail, à le rendre sensible et perceptible et même à essayer d'immerger les gens dedans pour qu'ils puissent vivre une sensation, être sortis de leur quotidien, être projetés dans une autre réalité qui va les faire probablement réfléchir ou changer de vision sur les choses.